Un spectromètre nécessite quelques éléments de base. Le premier, la source. La source est une source continue dans laquelle une radiation est émise sur une large gamme de longueurs d'onde, avec, si possible, une intensité uniforme. Il faut que la source émette plusieurs longueurs d'onde en même temps. Ensuite, il faut une cellule ou une cuve qui va contenir l'échantillon à analyser. Cet échantillon peut être gazeux, liquide ou solide, et cette cellule doit posséder des fenêtres faites dans un matériau qui permet le passage du rayonnement. Cette cuve doit être également assez longue pour que l'absorbance soit suffisante. Il faut également un élément de dispersion qui va séparer les différentes longueurs d'onde qui composent la radiation. En effet, si on émet plusieurs longueurs d'onde en même temps, il faut pouvoir les séparer pour savoir quelle longueur d'onde va être, par exemple, absorbée par un élément ou émise par un élément. Pour cela, on va utiliser soit un prisme, soit un réseau de diffraction ou encore un interféromètre. Enfin, il faut un détecteur qui sera sensible à la radiation et qui permettra de voir si certaines longueurs d'onde ont été absorbées ou émises par le matériau analysé. Voici un exemple de spectrométrie avec une lumière blanche. Cette lumière blanche passe à travers un diaphragme pour ne prendre que des rayons centraux. Ensuite, ces rayons passent à travers un prisme. Ce prisme va disperser la lumière et on observe sur l'écran ou sur le détecteur un spectre continu allant du violet au rouge. Si nous réalisons la même expérience avec un gaz chauffé comme source de lumière. Sur l'écran, dans ce cas, on observe quelques raies lumineuses, ici du bleu, du vert et du jaune. Ces raies s'appellent des raies brillantes en émission qui sont caractéristiques du gaz. On appelle cela la spectroscopie d'émission. Cela signifie que le gaz chauffé n'émet pas toutes les couleurs allant du violet au rouge, mais n'émet que certaines longueurs d'onde. Si maintenant on fait passer de la lumière blanche à travers ce même gaz refroidi, alors on observe un spectre d'absorption, c'est-à-dire que les longueurs d'onde qui étaient émises par la source blanche, certaines vont être absorbées par ce gaz, ce qu'on appelle une spectroscopie d'absorption. Cela signifie qu'au départ, on a une source de lumière polychromatique avec une intensité plus ou moins égale pour toutes les longueurs d'onde. On fait passer ces sources polychromatiques à travers un gaz, ou en tout cas un échantillon à analyser. Cet échantillon va réagir. Dans ce cas, on a considéré que l'échantillon allait rentrer en rotation. Et donc, on voit que certaines longueurs d'onde vont être absorbées pour effectuer ce mouvement de rotation. On obtient alors un spectre final qui sera composé de différentes raies d'absorption. Ces raies d'absorption vont avoir une forme qui leur est propre, ce qu'on appelle le profil. Elles auront aussi une certaine hauteur, une certaine largeur et une certaine position. Prenons l'exemple d'une spectroscopie infrarouge, où nous avons différents états de vibration qui concernent une molécule, et chaque état de vibration est constitué de différents états de rotation. Nous allons ici analyser une transition entre l'état de vibration V égale 1, J égale 2, vers l'état V égale 2, J égale 3. Cela correspond à une certaine énergie. Il faut donc que la molécule absorbe cette énergie pour pouvoir passer de l'état initial vers l'état final. Cette molécule n'est cependant pas fixe dans la cellule, elle va avoir un certain mouvement. Donc elle peut créer certaines collisions avec d'autres molécules, elle a aussi une certaine vitesse, et tous ces éléments vont faire que le pic d'énergie absorbée n'est plus un pic de Dirac à une seule fréquence, mais sera un pic élargi, en forme de courbe de Gauss par exemple. On peut notamment montrer que l'élargissement de cette raie, il y aura l'élargissement naturel, l'élargissement Doppler ou l'élargissement par collision. Ou encore les déplacements de cette raie, parfois la raie sera légèrement décalée vers la droite ou vers la gauche, puisque la molécule rentre en collision avec d'autres molécules. Observons ici le spectre de différents gaz. Nous avons du cadmium, du mercure.
on peut considérer qu'un spectre, c'est en fait l'empreinte digitale des gaz. Donc par exemple, on sait que si un élément émet un doublet dans le jaune, une raie dans le vert, une raie dans le bleu et une raie dans le mauve, ce sera du mercure. Si par contre, il émet une raie dans le rouge, une raie dans le vert et deux raies dans le bleu, c'est du cadmium. Mais si on a un spectre qui contient toutes ces raies qu'on vient de citer là maintenant, ce sera un mélange de mercure et de cadmium. Donc grâce à la spectroscopie, on peut retrouver si différents composés sont mélangés dans une cellule par exemple. Nous observons ici le spectre du Soleil reçu sur Terre, c'est-à-dire que la lumière solaire visible va du rouge au violet bien sûr, et chaque raie noire que nous observons ici, ce sont des longueurs d'onde qui ont été absorbées par les molécules atmosphériques. La position d'une raie, c'est-à-dire sa fréquence ou sa longueur d'onde, renseigne sur la différence d'énergie entre les deux niveaux mis en jeu lors d'une transition entre deux niveaux d'énergie. Comme on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure, si on veut passer d'un état initial à un état final, il faut un certain saut d'énergie. Ce saut va correspondre à une énergie donnée et donc ce sera la position de la raie. Par contre, la forme de la raie va renseigner sur la cohérence temporelle de l'amortissement de l'onde électromagnétique absorbée. Et donc ceci peut être modifié par des collisions avec d'autres molécules par exemple, ou des paramètres physico-chimiques. Considérons maintenant un signal d'intensité I0 qui traverse un échantillon de longueur L et en ressort une intensité transmise I de t. On sait qu'en passant dans l'échantillon, l'intensité va diminuer. Et donc il y a bien une perte d'intensité en traversant une épaisseur de gaz dx, en considérant ici que l'échantillon est un gaz. On a donc que la variation d'intensité est égale à moins k fois l'intensité de départ fois dx. En effet, le signe moins renseigne sur le fait qu'on perd de l'intensité, et k est un facteur de proportionnalité. Remarquez que k dépend de oméga. Oméga est la pulsation, et la pulsation est liée à la fréquence. Cela signifie que la perte d'intensité va dépendre de la fréquence de la lumière qui va être absorbée ou non. Donc k n'est pas une constante qui est valable pour toutes les longueurs d'onde, mais peut varier pour chaque longueur d'onde. Si on veut connaître l'intensité perdue sur toute la trajectoire de la lumière à travers l'échantillon, on va donc faire l'intégrale de di sur i allant de i0 jusqu'à i de t, qui sera égale à moins k, qui est une constante pour chaque longueur d'onde, fois l'intégrale sur toute la longueur, c'est-à-dire de dx allant de 0 à l. On obtient alors que i de t est égal à i0 fois l'exponentielle de moins k fois l. Ainsi, on peut voir que l'intensité transmise n'est pas simplement divisée par 2, divisée par l, non, c'est une exponentielle décroissante. On a donc cette intensité, où on remarque le coefficient de l'exponentielle moins k fois l qui s'appelle l'absorbance, donc c'est-à-dire c'est la capacité d'absorption du milieu qui est traversé, et nous avons l'indice k. L'indice k, c'est le coefficient d'absorption ou le profil spectral. Ceci fait l'objet d'un cours en master, le cours intitulé SFI M216,